Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être une fois de plus présent pour ce nouvel Espresso. Aujourd'hui, trois donc nouveaux éditeurs de la région Bourgogne-Franche-Comté. On va commencer par l'édition du chemin de fer avec François Grosso. Ensuite, nous aurons Joy Prudent pour les éditions Tâche Papier. Puis Daniel Legrand pour les éditions Virgile. Voilà, je vois que tout le monde est là. Eh ben François, je te laisse la parole pour 10 minutes. On y va. Puis ensuite, on enchaîne, comme d'habitude, si je puis dire. Bonjour à tous. Donc, je suis François Grosso des éditions du Chemin de Fer et j'ai choisi ce matin de vous parler d'une autrice qui est importante pour les éditions du Chemin de Fer, même si ce n'est pas la plus connue, parce qu'on a publié d'elle trois ouvrages qui vont me permettre de balayer un peu les différentes collections de la maison d'édition qui fêtera ses 20 ans l'an prochain, donc elle n'est plus si jeune que ça. Et cette autrice, il s'agit de Zinaïda Polimenova, une autrice d'origine bulgare qui a publié en Bulgarie plusieurs recueils de poésie avant de venir s'installer en France en 1997, comme elle le raconte elle-même, par amour, mais alors qu'elle ne parlait pas un mot de français. Et 20 ans plus tard, Zinaïda Polimenova nous a envoyé par la poste un roman qui s'appelle Eremia, qui est donc celui-ci, je ne sais pas si oui, Eremia, que nous avons publié en 2017. En 2020, nous avons publié Vertige de l'eau, qui est celui-ci, et en mars, début mars de cette année, nous avons publié Nucléus, ce qui reste quand il n'y a plus rien, voilà, qu'on vient de réimprimer un mois après. Donc, on est plutôt très content du parcours qu'on a traversé et qu'on traverse avec Zinaïda. Et, ce que je dois vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas la maison d'édition, c'est que quand on a créé les éditions du chemin de fer en 2005, avec Renaud Brunner, mon collègue, l'idée était de publier de courts romans ou des novellas, de longues nouvelles que l'on confiait ensuite à des artistes qui n'avaient pas la pratique habituelle de l'illustration pour mettre des images sur le texte et pour prolonger donc leur propre travail. Avec un texte de fiction. Et on a commencé à l'époque par des auteurs qui publiaient déjà, donc des noms assez connus parfois, d'Henri Beauchot à Nancy Houston, en passant par Marie-Hélène Lafont, Arnaud Catherine, Dominique Fabre, Mercedes D'Ambrosis, j'en passe énormément puisqu'on a un peu plus de 100, presque 150 titres au catalogue maintenant. Et donc on a publié des auteurs contemporains qui publiaient déjà. On a publié aussi des auteurs, des textes rares ou inédits d'auteurs du XXe siècle. On a commencé avec Stig Dagerman, Violette Leduc. Aujourd'hui, il y a une collection qui est dédiée à ces textes du patrimoine littéraire, on va dire, qui est la collection Micheline, qui, pour ceux qui connaissent le chemin de fer, c'est la collection qui est imprimée sur papier bleu. Et voilà, comment je vais en arriver à Zinaïda Polimenova, vous allez me dire, eh bien, voilà, au bout de quelques années, très vite, on a reçu, comme tous les éditeurs, des manuscrits par la poste, et au bout de quelques années, on a créé une collection qui a un nom un peu bizarre, elle s'appelle Voiture 547, qui était dédiée à des premiers textes, des auteurs qui n'avaient encore jamais publié. Et c'est évidemment tout naturellement dans cette collection Voiture 547 que nous avons publié le premier roman de Zinaïda Polimenova, donc en 2017, roman qui s'appelle Eremia. Donc, je vous le remonte, puisque David nous a dit de montrer les couvertures. Donc, roman qui s'appelle Eremia et qui se passe dans les Balkans de la fin du 19e siècle au moment de la lutte d'indépendance des pays, enfin de ce qui deviendront les pays des Balkans, pour se libérer du joug ottoman. Et Zinaïda Polimenova, dans ce roman, s'inspirait d'une légende familiale d'un de ses ancêtres qui s'appelle Stoyan et qui, à 25 ans, décide de s'engager dans les luttes révolutionnaires de l'époque et qui va être emprisonné dans l'une des prisons les plus terribles de l'Empire ottoman. Alors, une prison qui s'appelle Diyarbakır, c'est très difficile pour moi à prononcer, et de laquelle il va réussir à s'échapper au prix de multiples péripéties. Et si je vous raconte tout ça, c'est que, bien sûr, quand on a lu le manuscrit de Zinaïda Polimenova, presque cela suffisait, l'histoire des Balkans, des luttes révolutionnaires, à nous intéresser, à nous convaincre de publier le texte. Mais en, c'est bien plus la langue qui nous a convaincus, parce que en fait, Zinaïda Polimenova
a écrit un roman plein de rebondissements, mais qui était écrit en poète, si je puis dire. Et c'est en poète qu'elle nous entraînait dans le tourbillon de ses luttes et dans l'histoire de ce héros qui finira, sans vouloir spoiler, c'est pas la fin, mais qui finira carrément par être enterré vivant, par s'en sortir, etc. Donc vraiment quelque chose de plus que romanesque. Et en fait, il y a dans l'écriture de Zinaïda Polimonova, qu'on va retrouver dans ses deux autres romans qu'on va publier ensuite, vraiment quelque chose qui est assez étonnant dans cette manière de créer des ruptures syntaxiques au moment clé du texte ruptures syntaxiques qui vont créer justement des effets d'une grande poésie, d'une grande beauté et une polysémie de sens, quelque chose de vraiment extrêmement profond, qui, comment dire, la poésie sourde vraiment de tous les écrits de Zinaïda, même si à l'origine, parce qu'à l'origine elle a été poète, mais même si elle décide justement d'entrer en fiction avec Érémia. J'ai en fait mes mails qui sonnent, je ne sais pas si vous les entendez, mais je quitte mon mail tout de suite. Voilà. Et donc ça, c'était Érémia. En 2020, nous avons publié un deuxième roman qui est Vertige de l'eau. J'ai oublié de dire qu'Érémia a été illustré par Yann Bagot, donc un artiste qui fait des monotypes, là en l'occurrence bleus, donc il y en a dans, voilà, dans tout le livre, je ne sais pas si je montre bien. Et donc le deuxième livre, Vertige de l'eau, lui, est illustré par Armelle de Sainte-Marie, toujours avec des choses beaucoup plus abstraites et toujours avec une dominante de bleu, à croire que c'est la couleur des Zinaïda. Et Vertige de l'eau, c'est un roman qui s'inscrit dans la Bulgarie du XXe siècle. Euh, et donc, on est passé de la collection des premiers romans à la collection des auteurs qui publiaient déjà. Donc, Zinaïda a passé ce cap. C'est un peu le fil, vous aurez compris, de ma présentation. Et dans Vertige de l'eau, on est dans la semaine qui précède Noël et Zinaïda Polimenova, nous, dans une capitale de l'Europe de l'Est qu'on devine être Sofia, va faire se croiser le destin de trois femmes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas le même âge, mais qui se rencontrent tous les jours à la piscine et dans une semaine avant Noël où leur destin va basculer aux unes et aux autres. Et il y a toujours, bien plus peut-être encore que dans Érémia, cette idée de poésie qui nourrit tout le roman. Zinaïda Polimenova, avec le recul, a tendance à dire qu'elle vient de la poésie, qu'en poésie, il existait des poèmes en prose et qu'elle, ce qu'elle a envie de faire et de creuser, c'est l'idée d'une prose en poésie, justement, c'est comment raconter des romans qui sont plein de péripéties extrêmement romanesques, mais dans lequel il y a vraiment une présence très forte de la poésie. Alors, ce qui est très étonnant quand on lit Zinaïda et en tant qu'éditeur, quand on la corrige, c'est que si on lui demande de changer un mot, elle va passer un temps incroyable à vous dire mais je ne peux pas changer ce mot parce que telle page, telle page, telle page et telle page, il est aussi là et que ça, si je l'enlève là, ça gâche tout est extrêmement construit, tout est extrêmement réfléchi. Et dans Vertige de l'eau, donc ce sont des secrets de famille, des révélations, des fausses pistes qui vont créer comment dire, la trame romanesque du récit, mais c'est l'écriture qui va vraiment donner alors une tonalité bleue, comme je vous disais, on pense vraiment beaucoup dans Vertige de l'eau, pour ceux qui s'en souviennent, au film de Kieslowski, le film bleu justement qui se passait dans les pays de l'Est et qui était qui se déroulait dans une piscine. Et j'ai encore un peu de temps, David, ou j'ai déjà épuisé. Le dernier, c'est Nucléus, qui est paru en mars. Alors, c'est un roman beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus long, et ça tombait bien parce qu'on avait créé il y a 2 ans une nouvelle collection qui s'appelle Les Pas perdus, qui était dédiée à des romans plus longs, qui est toujours avec un rapport à l'illustration, mais un peu plus discret, même si c'est une couverture, donc qui se déroule sur 16 pages, puisqu'il y a 8 pages au début d'images et 8 pages à la fin d'images. Et alors, dans Nucléus, on est toujours en Bulgarie. Et le livre a cette particularité qu'il est né d'un album photo que Zinaïda
Polimenova a chiné au puce de Sofia, un album photo qui mélangeait des photos professionnelles et des photos plus intimes d'un groupe de Bulgares d'entreprises qui se rendaient dans un voyage en Allemagne de l'Est. Et ce qui a frappé Zinaïda Polimenova, c'est le fait que ce soit sur les photos intimes ou sur les photos officielles, tous ces personnages étaient extrêmement souriants alors qu'elle se souvenait que ses grands-parents lui racontaient. Et donc sur l'album, il y avait trois choses. Il y avait une date, 1951, et il y avait trois villes, Sofia, Berlin-Est et Ringdorf, qui est une ville sur une île de la mer Baltique en Allemagne à l'époque de l'Est. Et donc 51, Zinaïda se souvenait que ses grands-parents lui racontaient que c'était les plus terribles années du régime soviétique. C'est là que les camps apparaissent, en particulier en Bulgarie, le camp le plus le camp le plus dur de la Bulgarie est le plus actif. Et donc, elle a décidé d'imaginer une histoire qui essayait de raconter l'histoire de ce qui pouvait se cacher derrière les sourires de ces personnages. Et donc, elle imagine un groupe d'ingénieurs, d'architectes qui doivent construire en Bulgarie une usine qui doit être le fleuron de la Bulgarie communiste, qui vont faire un voyage de l'Est pour apprendre ce qu'ils ne savent pas encore. Et en Allemagne de l'Est, le personnage principal du roman, Théodore, va rencontrer un Allemand de l'Est qui s'appelle Émile, qui est le fils d'un artiste interdit par le régime. Et toute l'histoire va se tramer autour de la question de savoir eh bien, comment en fait Émile a gardé des œuvres de son père et comment le groupe de Bulgares va pouvoir essayer d'emmener ces œuvres pour les cacher en Bulgarie. Et évidemment, ça ne va pas forcément très très bien se passer puisque je vous ai dit, il y a quand même une histoire de camp qui est assez dure dans le livre, mais c'est aussi comment l'amitié, comment l'amour et comment la solidarité de tous ces gens qui sont soumis au régime totalitaire euh, peut parvenir surmonter les épreuves. Alors, Nucléus, sous-titré Ce qui reste quand il n'y a plus rien, et je m'arrêterai là-dessus. Le titre, c'est tout simplement la conviction profonde de Zinaïda Polimenova qu'il existe en chacun de nous un noyau irréductible qui, dans les moments les plus terribles qui peuvent être les camps de concentration, se rétracte mais existe toujours et qui permet justement parfois de trouver la force pour surmonter les épreuves les plus difficiles et qui va se remettre à grossir petit à petit quand bah, la terreur ou les difficultés vont se résorber pour qu'on puisse reprendre goût à la vie. En gros, c'est ça. Voilà, j'ai fini, je pense, et tout ça pour dire que ben voilà, Zinaïda Polimenova traverse trois collections du chemin de fer, de la collection du premier roman à la collection des auteurs déjà publiés, pour finir dans la collection des romans plus longs que l'on vient de créer. Merci. Merci beaucoup, François. C'était parfait. Le timing, Ben, j'ai vraiment rien, mais le timing est très bon. Joyce, c'est à ton tour pour présenter votre travail, la maison, les publications. Oui, bonjour tout le monde. On t'entend. Du coup, moi, je m'appelle Joy Prudent. Je suis pour représenter donc l'association Tâche Papier. C'est la première fois que je participe à ce petit événement visio. Donc, je voulais déjà vous présenter l'association parce qu'on n'est pas qu'une maison d'édition. En fait, on existe depuis 2015. Et du coup, on a pour objectif associatif, on va dire, de démocratiser l'art, d'apporter une pratique artistique auprès de tous les publics. Et on intervient sur toute la région de Franche-Comté. Alors, excuse-moi, Joyce, c'est un petit peu haché. Oui. Euh, ça coupe comme ça, enfin, ton texte est coupé comme ça toutes les quelques secondes. Alors, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose au niveau du son ou j'ai l'impression que c'est plutôt peut-être la bande passante qui est pas assez importante. Ouais, c'est Je ne peut-être suis la pas sûr que ce connexion. Je soit peux le. peut-être essayer de couper la vidéo pour le moment. C'est moins sympa, mais peut-être que ça permettra de. Hop, Alors, on va essaye comme essayer comme ça. ça. Est-ce que ça marche un petit peu mieux? Eh ben, lance-toi, puis nous verrons au bout de quelques Ouais. secondes. Si je vous vois faire la grimace, c'est que vous m'entendez pas bien, quoi. Donc du coup, l'association, je disais, existe depuis 2015. L'objectif, c'est vraiment d'apporter une pratique artistique auprès de tous les publics. On intervient dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté et l'association a développé, on va dire, trois axes d'intervention.
Le premier, c'est la médiation culturelle. C'est vraiment ce qui a fait connaître Tâche Papier à Dijon et alentour. Donc, on intervient auprès de tous les publics pour mettre des ateliers en pratique et tout ça. Petite chose que j'ai oublié de préciser, du coup, on est spécialisé en illustration, en édition et en technique d'impression artisanale. Donc, c'est vraiment nos outils de médiation et nos outils, on va dire, au quotidien. Le deuxième axe où on va intervenir, c'est pour tout ce qui est soutien à la création. Donc ça peut prendre plusieurs formes. On va faire des résidences d'artistes, on va accueillir des expositions, on va mettre à disposition tout notre matériel d'impression, on va pouvoir accompagner les artistes dans leur processus de création avec des personnes qui sont qualifiées et formées pour. Donc ça, c'est vraiment voilà, le côté, on va dire, plus destiné aux professionnels, que ça soit des professionnels de l'illustration, des écrivains qui veulent s'auto-éditer, ce genre de choses, on peut aussi les accompagner. C'est très, très varié. C'est tous les artistes du domaine des arts graphiques. Et le troisième axe, qui est du coup le plus récent, on va dire que ça existe depuis 2 ans et demi maintenant, c'est la fameuse maison d'édition, le pôle édition qu'on a créé. C'était quelque chose qui voilà, nous trottait dans la tête depuis quelques années maintenant, et du coup on s'est lancé pour commencer à éditer des objets graphiques et poétiques. Le but, c'est vraiment de pouvoir jouer avec les codes du livre standard. On n'est pas du tout sur du livre classique. Et la contrainte qu'on s'est fixée, bien entendu, c'est de tout faire chez nous. Donc, en technique d'impression artisanale, tout est imprimé à la main, tout est relié à la main, etc., etc. Donc, ça fait aussi des beaux challenges, des belles contraintes, mais ça nous permet de créer des objets qui vont peut-être varier voilà, du livre qu'on peut voir un peu partout en librairie, on va dire. Du coup, l'idée, c'était de vous présenter nos 3 collections. On a 3 collections, plus une quatrième qui est en fait de l'estampe. Donc, je me suis dit que je n'allais pas forcément vous en parler aujourd'hui. La première collection, c'est une collection jeunesse. Donc, normalement, c'est là où je vais essayer de remettre la caméra pour vous parler du livre. Ou peut-être je vous en parle et je vous ferai la démo après, comme ça évitera de bugger. Du coup, le dernier livre qu'on a édité pour Noël, on va dire, c'est un livre qui s'appelle Qui a éteint la lumière. On a travaillé avec 2 personnes, un illustrateur dijonnais qui s'appelle Lefred Blin et une autrice qui est, pour la petite anecdote, une ancienne service civique qui a fait des études en littérature et qui a, je trouve, une jolie plume pour du livre jeunesse. Donc, elle nous a proposé une petite histoire et elle s'appelle Morgane Recorbet. C'est un livre qui, du coup, est tout en noir, tout est imprimé en noir sur du papier noir. Donc, quand on le regarde à la lumière, on va dire classique, on ne voit rien. Et c'est un livre qui va pouvoir se lire dans la nuit. En fait, on a voulu, à chaque fois dans nos collections, l'idée, c'est de proposer aussi une autre expérience de lecture. On n'est pas simple lecteur, on est aussi acteur. Et donc là, ce qu'on propose en fait aux enfants et aux parents, c'est de se plonger, on va dire, dans le personnage pour l'histoire. Donc l'histoire, c'est un petit personnage, ça peut être un petit garçon, une petite fille, on veut aussi essayer d'être le plus inclusif possible, qui va se coucher et qui a perdu son doudou. Et donc il part avec sa petite veilleuse, fouiller dans toute sa chambre, mais bien sûr, quand on est enfant, il y a l'imaginaire qui travaille, il va commencer à s'imaginer plein de petites choses, sa chambre va se transformer en monde un peu magique, fantastique, etc. Et du coup, il y a toute une aventure comme ça, jusqu'à ce qu'il découvre, qu'il retrouve, on va dire, son fameux doudou. Donc le livre, en fait, on le vend. C'est là où je vais essayer de faire ma petite démo. Hop, je vais remettre la caméra. Donc la couverture, c'est ça. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent très bien, on reconnaît bien son style graphique. Et après, on voit un petit peu quand même l'encre. En fait, c'est une encre qui est phosphorescente. On voit vraiment, ça fait un peu comme un vernis, si vous voulez.
Et après, le livre est fourni avec une petite lampe. Est-ce que la démo fonctionne en vidéo? Je ne sais pas. Mais du coup, la lumière va faire en sorte que les visuels vont apparaître. Je sais pas. Par le milieu, je sais pas si vous voyez très bien. C'est peut-être pas très foufou en vidéo. Mais du coup, le but, c'est que dans la tous les petits dessins vont pouvoir ressortir et l'enfant est vraiment acteur de sa lecture. Donc ça, c'est pour la collection jeunesse. On a eu plusieurs artistes. On a édité aussi Sophie Brocoli l'an dernier, qui est une illustratrice parisienne. Enfin, voilà, ça prend plusieurs formes. La deuxième collection, c'est une collection qui s'appelle la collection Drôle de livres. Je vais peut-être recouper la caméra, ça marche plutôt. Ouais, c'est mieux, ouais. Ouais. Donc la collection Drôle de livres, c'est une collection, comme je disais, qui va là pour le coup déjouer à 100% les codes du livre classique. On a édité par exemple Julien Lagoutte, qui est illustrateur dijonnais, qui travaille autour d'un objet qui l'inspire beaucoup dans son travail. Il est fasciné par les étoiles et tout ça, et donc son objet un peu fétiche, c'est ce qu'on appelle les volvelles. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit objet qui permet de lire les étoiles dans le ciel, les planètes et tout ça. Je suis très mauvaise dans ce domaine, donc je n'en dirai pas plus. Mais disons que cette histoire de disque, il le détourne dans son travail pour créer en fait des bandes dessinées circulaires. Donc du coup, le but du jeu, ça va être de pouvoir... donc, on en parlait l'autre jour avec David sur la pagination. En fait, il n'y a pas de page. Ça se présente sous forme de disque comme ça. Donc c'est vraiment tout plat, hein. Et il y a deux parce que ça dépend des exemples. Et on va pouvoir en fait faire tourner les disques pour associer les différentes cases entre elles et se raconter, pareil, les histoires qu'on veut, parce qu'à chaque fois en associant telle case, ça va raconter une autre histoire. Donc là encore, libre au lecteur de pouvoir s'imaginer et se raconter l'histoire qu'il veut par rapport à la base que la fournit. Donc là, pour le premier qu'on a été de lui, c'est un petit bonhomme qui part dans l'espace. Il se passe plein de choses, il joue au golf. Voilà, il y a plein de petites actions. C'est vraiment tout public. C'est quelqu'un qui a un humour assez sympathique, en tout cas que moi j'aime beaucoup. Et voilà, c'est un objet qui est assez drôle. Je vous ai emmené aussi un deuxième livre. Objet graphique, du coup, qui est lui pour le coup de Corentin Pernet, qui est un illustrateur parisien, qui est aussi décorateur dans le cinéma, donc il a une vision de l'objet et du volume qui est assez intéressant. Donc là, pour la petite histoire, c'est un aventurier, W.P. Sanson, il s'appelle, qui disparaît. Et il y a un collègue, Thomas Joshua, qui va partir à sa recherche. Il tombe sur son appareil photo et son carnet de notes. Et du coup, on retrouve tous ces éléments-là dans un petit coffret. Il y a à la fois les différentes photos, voilà, qui sont de l'illustration, hein, bien entendu. C'est pas de la vraie photo. Et au dos de ces photos, il y a des petits textes qui sont extraits de son carnet de notes. Et donc, moi, je le présente souvent comme un peu un escape game. Parce que du coup, on va lire un petit peu toutes ces cartes, on va analyser les visuels et petit à petit, on va découvrir un peu l'intrigue et comment ce fameux aventurier a disparu. Et donc, pas de chance, les pages ne sont pas numérotées. Donc, si vous dites que vous remettez mal les cartes, après, c'est encore une histoire et l'aventure recommence de plus belle. C'est vraiment sous forme de jeu. Joy, je t'arrête pour le moment. Oui. Pour laisser la parole donc à Daniel Legrand pour nous présenter les éditions Virgile. Oui, bonjour à tous. Donc, en fait, je suis un Bourguignon qui est parti en région parisienne et qui revient en Bourgogne pour
pour vous résumer un petit peu la chose. Et en fait, j'ai créé les éditions Virgile en 98, il y a 26 ans maintenant. Je les ai créées à Dijon et puis donc j'ai commencé ce projet de maison d'édition avec la publication d'une revue avec la bibliothèque de Dijon, une revue qui s'appelle Papille, que je vous montre ici. Et cette revue, je faisais à la fois la maquette, mais aussi un peu l'éditeur de cette revue. Et après, je me suis lancé à publier d'autres collections. Donc, j'ai proposé à des auteurs. Alors, en général, je reçois beaucoup de manuscrits, comme beaucoup d'éditeurs, mais c'est plutôt moi qui vais chercher des auteurs en leur écrivant et en leur disant, voilà, je voudrais un texte de votre part sur tel ou tel sujet. Donc, j'avais écrit à Claude-Louis Combet, qui m'a donné un très joli texte euh, qui s'appelle Du sang dans les yeux et qui est l'histoire, une sorte d'histoire autobiographique de sa jeunesse lorsqu'il allait dans une église et il y avait une boîte, le doigt d'un saint, et cette chose l'impressionnait beaucoup. Et un jour, il était seul, sa mère ne l'accompagnait pas. Il a pris une chaise, il est monté sur cette chaise et il a été voir ce doigt de près. Donc voilà, ça c'est un des premiers textes de Claude Lucombet, mais ont suivi d'autres textes que je vous montrerai après. J'avais demandé un texte à Yves Bonnefoy, et donc il nous avait donné un très joli texte qui s'intitule Le nom du roi d'Aziné. C'est un livre qui parle d'un... D'abord, il part du poème de Séphéris, qui lui-même parle d'un roi qui serait parti de Troie avec Ulysse et dont on n'a plus la trace parce qu'on n'en parle pas dans l'histoire. Donc, Yves Bonnefoy se rend sur cette île d'Aziné qui existe réellement et il découvre des restes de temples, de vieux édifices et cela lui permet d'écrire ce texte très poétique et très réussi. On a publié aussi un livre d'un jeune auteur à l'époque qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Henri Lefebvre, et c'est Les Unités perdues. Et ce texte recense toutes les catastrophes, on va dire, dans le milieu de la création, c'est-à-dire les films qui ne se sont pas faits, pourquoi, voilà, les livres qui n'ont pas, pour finir, été édités, ou les œuvres qui ont brûlé ou disparu. Donc, il fait une recension et en fait, c'est très prenant. Et quand on commence à lire ce texte, on continue, on continue. C'est un texte qui a reçu un bon succès. Il a été traduit en anglais. L'auteur le présente un peu partout dans des lectures dans le monde entier parce que ce texte est vraiment très prenant. Donc ça, c'est la collection Virgile. Et puis, en même temps, j'ai repris une autre collection qui existait avant à Dijon, qui avait été créée quelques années auparavant par deux universitaires en lettres de la fac de Dijon, et qui avaient nommé cette collection Ulysse fin de siècle. Alors, Ulysse fin de siècle, c'est parce que James Joyce est venu à Dijon pour imprimer Ulysse. Donc, c'est en hommage à cette anecdote qu'ils avaient donné le nom de Ulysse fin de siècle à leur collection. Donc, dans cette collection, quand je l'ai reprise, ils avaient publié à peu près 15 titres, et j'ai continué en publiant 15 autres titres. Donc, c'est avant tout la littérature et la poésie contemporaine. On a, par exemple, un très beau texte de Maurice Blanchot, Une voix venue d'ailleurs. On a ici un autre texte de Robert Walser. C'est des textes vraiment de la fin de la vie de Robert Walser. C'est des textes formidables lorsque Robert Walser était dans une maison de repos et qu'il se baladait tous les jours autour de cette maison du côté de Genève.
Et il écrivait des textes très courts, très poétiques. Et donc voilà, c'est la recension de ces textes-là. Et puis dans cette collection, on a commencé aussi la traduction de poètes américains, un groupe de poètes américains qui s'appelle les Objectivistes. Et on va dire le patron, le chef des Objectivistes, c'est Louis Zukowski. Et donc on s'est attelé à la traduction du A de Louis Zukowski. Par la suite, j'ai traduit aussi Ezra Pound, qui se rattache à ce mouvement littéraire, William Carlos Williams, enfin, un peu tous les membres de cette tribu littéraire. Et ces traductions ont rencontré un succès d'estime assez important. Et depuis, le groupe des Objectivistes est repris par d'autres éditeurs. Et maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de conférences, de débats autour des Objectivistes, ce qui n'était pas le cas au début quand nous avons lancé ces projets de traduction. On ne s'arrête pas aux Américains. On a traduit aussi des poètes chinois, des poètes contemporains. Et dernièrement, les éditions Gallimard ont sorti une pléiade sur la poésie chinoise et ils nous ont acheté les droits pour les traductions que nous avions fait faire de ces poètes chinois. Donc, j'ai commencé sans diffuseur et puis au bout de 3-4 ans, je suis rentré dans le groupe Les Belles Lettres et j'étais diffusé avec une quarantaine d'autres éditeurs à l'époque par Les Belles Lettres. Donc, les choses avançaient bien. À l'époque, c'était assez facile d'avoir d'ailleurs des articles dans Le Monde, dans Libération, dans Le Figaro. Et donc, du coup, la région Franche-Comté, les deux régions il y avait la Bourgogne et la Franche-Comté. Et donc, la région Franche-Comté m'a demandé de venir les rejoindre parce qu'ils trouvaient que j'étais un éditeur efficace, on va dire. Et donc, ils m'ont proposé plusieurs choses. Donc, j'avais l'idée de monter un salon du livre. Et donc, j'ai monté un salon du livre à Ornans, un salon du livre sur les livres d'art. Et ce salon a duré par trois sessions. Et puis, la mairie, qui était le bailleur de fonds de ce projet, a trouvé que c'était assez cher pour leur commune. Et donc, malheureusement, le salon s'est arrêté au bout de 3 expériences, mais qui ont été des très bonnes expériences parce qu'on a réuni à la fois beaucoup d'auteurs et beaucoup de monde de Besançon et de toute la région autour d'Ornans. Et en même temps, j'ai débuté une collection avec le CRL de Franche-Comté à l'époque, qui s'appelait Suite de sites. Et j'ai demandé à différents auteurs. Donc là, c'est Pascal Commer. C'est un auteur qui habite en Bourgogne, qui est un poète, qui publie chez bon nombre de grands éditeurs. Et ce sont des textes qui peuvent être à la fois poétiques, mais aussi des récits, et qui concernent les musées des techniques et comptoises. Alors ça, c'est le sujet, mais ils sortent complètement du sujet souvent. Par exemple, là, on a eu un très beau texte d'Alain Fleischer, et ce texte, ça s'appelle « La traversée de l'Europe par les forêts ». Et dans ce texte, Alain Fleischer raconte l'histoire d'un personnage qui fuit une guerre. On pourrait croire que c'est une prémonition de la guerre qui se passe actuellement en Ukraine. C'est un personnage qui fuit son pays et qui traverse et qui va vers la France en traversant que des forêts et en se cachant de la police ou des voilà. Donc c'est un très joli texte. Et puis on avait aussi publié à l'époque 3 petites histoires de jouets avec Philippe Claudel. Et ce texte, lorsque je lui ai demandé, Philippe Claudel n'était pas très connu. Et puis, au fur et à mesure que... alors, j'ai commencé l'impression du livre et il a été mis dans les listes des prix Goncourt et prix Renaudot. Et à ce moment-là, mon diffuseur m'a dit, mais il faut que vous augmentiez votre tirage. Et à chaque fois, on augmentait. Et
pour finir, notre ami Philippe Claudel a reçu le prix Renaudot, ce qui a donné un élan énorme pour ce livre et aussi pour les éditions Virgile. Et là, j'ai vu l'impact d'un prix littéraire pour une maison d'édition. J'ai reçu des coups de téléphone de gens qui ont acheté les droits pour faire des films au Japon, aux États-Unis. Enfin, c'était une espèce d'hystérie collective juste au moment du prix de Philippe Claudel. Et en fait, ce texte est un peu un pendant de son livre qui avait eu le prix Renaudot, qui s'appelait Les âmes grises, et c'était un peu la suite. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup plu, et voilà, ça a été un des grands succès, on va dire, éditoriaux de notre maison. Et pour finir, le livre de poche a acheté aussi les droits pour publier ce livre. Donc aujourd'hui, malheureusement, ce livre, dans nos éditions, est épuisé, mais vous pouvez le trouver toujours sous la forme du livre de poche. Voilà. Les autres livres, Alain Fleischer ou Pascal Commer et toute la collection que vous pouvez retrouver sur notre site, eh bien, ceux-là sont toujours disponibles. Et puis, j'ai initié une troisième collection qui s'appelle Écrire la lumière. Et là, je demandais à des auteurs d'écrire des textes autour de photos. Donc là, l'auteur qui s'appelle Geneviève Hélène, qui est une personne qui vit ici en Bourgogne, à Dijon, a écrit des textes d'après des photos de Janine Niepce, la petite nièce de l'inventeur de la photographie. Donc à l'intérieur, on retrouve quelques photos, et c'est des textes, mais qui n'ont pas de rapport. Ça a été un prétexte à écrire un texte, et ce n'était pas un texte illustratif des photos. Pareil pour cet auteur qui s'appelle Jean Libis, et qui est parti d'après des photos de Louis Venot, qui était à la fois un éditeur et un imprimeur bourguignon, et dont les photos sont à la bibliothèque de Dijon. Voilà. Et puis, il y a une cinquième revue qui s'appelle Carnet d'atelier, et cette revue, pardon, pas une revue, une collection, et cette collection parle d'art. Alors là, j'écris à des auteurs en leur proposant de parler d'un artiste spécifique. Et par exemple, j'avais écrit à Michel Butor en lui demandant d'écrire sur Matisse. Et quelques mois plus tard, il m'a envoyé ce très beau texte qui s'appelle Cantique de Matisse, et qui a eu aussi un beau succès éditorial. Et du coup, je lui ai demandé un autre texte, et il m'a donné un très beau texte à nouveau, là sur un tableau précis de Delacroix. C'est l'entrée des croisés à Constantinople. Donc, il décrit dans ce livre tous les personnages qui ont réellement existé et qui ont une action parfois très violente dans cette conquête de Constantinople. J'ai Daniel, demandé aussi à Bernard Piblac un texte sur le peintre franc-comtois qui s'appelle Charles Bell. je suis obligé de vous couper, Daniel. D'accord, bon. Et, enfin, et par ailleurs, je fais aussi beaucoup de livres en tirage très limité. Et donc, là, dernièrement, je finis par ça. J'ai fait un livre avec un artiste qui s'appelle Hervé Di Rosa, qui a eu un beau succès aussi auprès du public. Et puis là, dernièrement, on vient de sortir un livre de Sappho, d'un texte de Sappho, avec une traduction de Marguerite Yourcenar. C'est des poèmes de Sappho et qui sont illustrés. Je montre ça très rapidement, qui sont illustrés par un graveur qui s'appelle Albert Vauda. Voilà. Merci beaucoup. À vous dire, mais ça sera pour une autre fois de vive voix. Merci beaucoup. Eh ben, c'est très bien puisque vous avez été très bavard. Il est 10h12. Moi, je voulais juste poser une petite question à François et puis à Joy après. François, tu n'as pas parlé comment dire, de votre diffusion en librairie, de votre rapport à la librairie.
et de votre diffuseur, puisque je sais qu'il y a un événement important. Donc, si tu veux en parler une minute ou deux, et puis après, je poserai une petite question à Joy pour Très, très rapidement, donc les éditions du chemin de fer, depuis 2005, on a brandi haut et fort l'étendard de l'autodiffusion-distribution en disant qu'on ne passerait jamais en diffusion-distribution et que c'était un choix militant et politique. Et on a retourné notre veste au 1er janvier 2024, puisque nous sommes passés en diffusion-distribution chez les Belles Lettres, diffusion-distribution, parce que ce serait trop long à expliquer David là, mais voilà, on est très content d'avoir fait ce choix pour éviter une lassitude trop grande qui commençait à s'installer sur cette autodiffusion-distribution. Et puis, si je puis me permettre, un petit mot, puisque vous serez bientôt à Besançon avec Nous serons à des Besançon collègues. le 5 juin, normalement dans un lieu qui s'appelle le Cabanon, à 10 heures, pour présenter avec les éditions de la Contralée, avec les éditions du Sonneur et avec le Castor Astral, notre rentrée littéraire de septembre aux libraires, aux bibliothécaires, mais aussi à toute personne qui a envie de nous entendre parler, si vous n'en avez pas eu assez aujourd'hui. Merci beaucoup. Et moi, j'avais d'autres petites questions pour Joy. Est-ce que vous avez, quels sont les projets de la maison pour cette année en termes de publication? Que là, on a parlé des livres qui venaient de paraître. Est-ce qu'il y a quelque chose de... et puis, je sais que vous Oui, avez publié aussi de la poésie. Je sais que vous avez peut-être pas oui, trop, alors trop le temps du d'en coup, parler tout à c'est l'heure. parce que je parle trop et j'ai pas eu le temps de présenter la troisième collection. Donc, on a une collection qui s'appelle Affichons nos valeurs, où on a édité là ce début d'année un petit recueil de poésie qui s'appelle Muse le mouvement. C'est l'histoire de 9 femmes et de leur rapport à leur corps. C'est Héloïse Thune qui fait ça. C'est le troisième recueil qu'on édite de cette autrice lyonnaise. Voilà, c'est un travail qui est très engagé, qui est pour la communauté LGBT, tout ça. Donc voilà, c'est important pour nous, de l'association, d'avoir une collection plus engagée et qui défende aussi les valeurs qu'on défend dans l'association de manière générale. Et après, pour les projets à venir, eh ben, on a un artiste qui s'appelle Aurélien Janet, qui est en résidence actuellement, qui va... là, on va éditer un livre qui sera un peu en triptyque, qui sera sur l'illustration. Il y aura peut-être une version en réalité augmentée. On ne sait pas trop si ça sera jouable dans le cadre de la résidence, parce qu'il lui reste que 2 semaines, donc ça fait quand même pas mal de travail. Donc on verra, peut-être que ça sera une rallonge qu'on fera par la suite. Donc il y aura le vernissage le 25, si je ne dis pas de bêtises, 25 avril, enfin le finissage de résidence. Donc si vous voulez passer à atelier, ça sera l'occasion. Et après, comme tous les ans, on sortira un livre jeunesse pour la période de Noël. Mais pour le moment, voilà, c'est un peu en sous-marin. On réfléchit à tout ça. C'est un peu toujours au dernier moment et à la rencontre et tout ça. Donc on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a il n'y a pas de remarque particulière? Alors, du coup, Daniel, si vous voulez rajouter un dernier petit mot pour Oui. Donc, nous aussi, on a plusieurs projets en cours. Alors là, c'est plus dans la collection livres d'art en tirage limité. Donc, on est en train de finir un livre avec une artiste du coin qui s'appelle Sarah Yenses et avec un texte de Michel Butor, parce qu'on va avoir une grosse exposition. Les éditions Virgile vont être présentées à Lucinge, c'est la ville où habitait Michel Butor. Et c'est une exposition où l'ensemble de nos livres vont être présentés pendant 4 mois. Donc, du coup, on était en train de préparer ce dernier livre avec un texte de Michel Butor. Et puis, on est en train de finir aussi un livre avec le peintre Robert Combas. Et normalement, on doit faire aussi un livre avec Kay Jarrett, carrément. Mais voilà, c'est un monsieur qui est très fatigué en ce moment, et donc on a un peu de soucis pour la publication de ce livre. Mais voilà les projets à venir. merci beaucoup à toutes et à tous. C'était passionnant. Juste un petit mot pour vous dire que le prochain Espresso, c'est lundi de 27 mai. Ensuite, il y en aura un encore le 1er juillet.
Donc 27 mai et 1er juillet. Après, on fera une petite pause. On reviendra certainement en septembre pour présenter des nouveautés. Merci encore. Merci David. Et puis, Merci. je souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Bonne Merci semaine. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.